Quoi de mieux pour secouer une existence banale dans une ferme isolée que l'intervention de visiteurs venus de l'espace? Parce que une ferme hantée, c'est banal. Une créature étrange qui rôde et qui attaque le bétail, c'est banal. Un inconnu qui frappe à la porte et qui se révèle être dominé par des pulsions meurtrières, c'est banal. À ce stade, même un passage direct vers les enfers cachés dans le cellier, c'est banal aussi. Mais si vous entendez parler d'une ferme comme ça à vendre, envoyez-moi un DM s'il vous plaît. Ça fait des plombes que je cherche, j'en ai marre. Donc pour bousculer un peu nos petites habitudes, on va regarder vers le ciel cette fois. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 7. Le podcast qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Le 6 avril 1974, à 3h du matin, le fermier Yoshihiro Fujiwara est réveillé par deux bruits inquiétants. Le premier, c'est son chien de garde qui aboie et grogne en continu. Le second, ce sont des coups portés assez violemment sur sa porte d'entrée. Un peu groggy, l'homme de 28 ans sort de son lit, titube vers l'entrée de sa maison et va ouvrir. Mais lorsque ses yeux se posent sur la cause de ce vacarme, son corps se réveille d'un coup. Ce n'est pas un homme, pas une femme, pas même un enfant qui se trouve face à lui, mais une créature faisant moins d'1 mètre de haut, dotée d'un crâne bulbeux. Elle est vêtue d'un genre de combinaison en vinyle, et bien qu'elle possède 4 membres, leur disposition ressemble plus à celle d'une pieuvre ou d'une étoile de mer qu'à un être humain. Ses yeux sont inclinés vers le bas, et elle n'a en guise de nez qu'une fente en forme de V, au-dessus d'une large bouche qui semble sourire au fermier. La texture de sa peau est semblable à celle d'un crapaud et recouverte d'une pellicule visqueuse. Elle se tient sur ses 2 membres inférieurs, mais ne semble pas posséder de pieds. Sa tête est ornée d'un casque conique d'une teinte bleutée dont sort une petite antenne. Cette antenne est surmontée d'un disque qui émet des petits éclairs d'électricité. Avant que Yoshihiro ne puisse réagir, l'étrange visiteur lève la main et celle-ci se met à briller d'une lueur orange de plus en plus forte. Le fermier est hypnotisé et se contente d'observer la scène hallucinante qui se déroule devant lui. C'est alors que la lueur se met à voyager de la main de l'invité surprise jusqu'à l'intérieur de la maison, se répandant rapidement dans toutes les pièces, comme un incendie sans flamme. À ce moment-là, l'homme retrouve le contrôle de son corps et se rue alors dans sa chambre pour s'y enfermer. Une fois dans la pièce, son œil est attiré par un mouvement venant de l'extérieur et il se dirige vers la fenêtre pour regarder ce qui se trame dehors. En penchant la tête, il découvre qu'un objet circulaire d'environ 8 mètres de circonférence flotte au-dessus de son champ. Il n'a même pas le temps de réagir que, soudain, ses pieds quittent le sol. Le fermier se met à s'élever vers la fenêtre, sans pouvoir résister à la force invisible qui l'attire vers le vide. Il tente de s'accrocher à des meubles, de reprendre possession de son corps, mais rien à faire. Une fois à l'extérieur, il ne tombe pas au sol comme il le craignait à l'origine, mais cette peur fait vite place à une autre, bien plus tangible, lorsqu'il réalise qu'il s'approche de plus en plus de l'engin volant. Sans pouvoir lutter, il est donc aspiré par le vaisseau et se retrouve à l'intérieur en un rien de temps. Une fois à l'intérieur, assis sur le sol, Yoshihiro regarde autour de lui et tente de comprendre où il se trouve. Il est dans une pièce vide, rectangulaire, au mur d'un bleu terne. Sur les murs se trouvent quelques lampes et ce qui ressemble à des grilles d'aération. Le seul détail qui pourrait l'aider est un panneau de signalisation, mais il est incapable de déchiffrer ce qui y est écrit. Ça ressemble à du japonais, mais c'est illisible pour le fermier. Soudain, une odeur profondément désagréable lui arrive aux narines. Elle semble provenir des grilles d'aération. Et plus il respire, plus il se sent malade et nauséeux. C'est alors que 2 créatures semblables à celle qui a frappé chez lui entrent dans la pièce et se placent devant lui. En dépit de leur petite taille et du fait qu'ils ne possèdent pas de mains, ils parviennent néanmoins à l'immobiliser sans le moindre effort. Yoshihiro a l'impression d'être plaqué par terre par une équipe de rugby, pas par 2 pieuvres de l'espace d'à peine 1 mètre de haut. Il se débat néanmoins, mais s'arrête de lui-même lorsqu'une voix étrangère résonne dans sa tête. Cette voix lui dit simplement « Pas de danger.
Nous promettons de vous libérer près de votre maison. Mais le fermier n'a pas l'intention de les prendre au mot. Il n'est pas si naïf. Il sent bien que sa situation est unique et particulièrement dangereuse pour lui. Il rassemble alors toutes ses forces et, par miracle, parvient à se libérer. Une fois sur ses pieds, il court à toute vitesse en direction d'une trappe laissée ouverte au fond de la pièce et se jette de l'autre côté sans même un coup d'œil pour vérifier que la voie est libre. Sauf que la trappe ne donne pas sur une autre pièce. Il s'agit de la porte du vaisseau. Lorsqu'il réalise qu'il vient de se jeter dans le vide, il est trop tard. Mais par un coup de chance monstrueux, le vaisseau se trouve alors à 3 mètres du sol et Yoshihiro survit aisément à sa chute en faisant une roulade à l'atterrissage pour amortir le choc. Là encore, il se relève rapidement et se met immédiatement à courir. Il ne s'arrête que lorsqu'il aperçoit une maison au loin et se précipite sur la porte, tambourinant dessus en suppliant les habitants de lui ouvrir. Lorsqu'il voit leur voisin par la fenêtre, les habitants lui ouvrent la porte et l'invitent à entrer, choqués de le voir aussi paniqué et aussi pâle. Et lorsqu'il pose les yeux sur la pendule qui se trouve dans l'entrée de la maison, le fermier réalise que, bien que sa mésaventure lui ait semblé durer quelques minutes à peine, 1h30 s'est en réalité écoulée depuis qu'il a été tiré de son sommeil. Il raconte rapidement ce qu'il a vécu à ses voisins, qui l'écoutent circonspect. Il les remercie de nouveau et décide de rentrer chez lui. Au-dessus de sa ferme, le ciel est calme. Le vaisseau n'est plus là, son champ est vide, sa maison est intacte. C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé au cours de cette étrange nuit. Mais 24 heures plus tard, alors que Yoshihiro s'apprête à mettre toute cette mésaventure derrière lui, il se met à ressentir une violente douleur au niveau des oreilles. Puis ce sont ses doigts qui commencent à chauffer, comme s'ils étaient en train de brûler. Malgré ces sensations, la seule chose que le fermier peut faire à ce moment-là, c'est attraper un crayon, une feuille de papier et se mettre à écrire, comme s'il ne pouvait pas contrôler l'impulsion. Il décrit cet état comme un genre de transe, au cours de laquelle il se met à griffonner sur son papier sans trop comprendre ce qu'il fait ni pourquoi. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit continuer, coûte que coûte. Et alors qu'il est en train de dessiner une multitude de symboles qu'il n'est pas capable de déchiffrer, une voix résonne à nouveau dans sa tête et lui dit « Quand le disque atterrira sur la montagne, tu iras jusqu'à lui, et tu monteras à bord seul et de ton plein gré. » Une fois le message reçu, Yoshihiro est de nouveau maître de ses mouvements. Le lendemain, accompagné de 2 amis à qui il a tout raconté, le fermier obéit à l'ordre qui lui a été donné et se met en route vers le mont Nikoro, à côté de sa ferme. Les 3 hommes arrivent au pied de la montagne et Yoshihiro demande à ses 2 camarades de l'attendre là, tandis qu'il entame l'ascension seul, comme le stipulaient les instructions de la voie. Une fois arrivé au sommet, le fermier y découvre un vaisseau, semblable en tout point à celui qui a survolé sa maison 2 jours plus tôt. Sans hésiter, il s'en approche et monte à bord. La trappe du vaisseau se referme derrière lui et l'engin décolle. À l'intérieur, il retrouve les mêmes créatures extraterrestres dont l'attitude n'est en rien hostile ou agressive. Et lorsque Yoshihiro regarde par les fenêtres du vaisseau, il ne peut cacher son émerveillement. L'engin survole la Terre, tourne autour de la Lune et se promène dans l'espace, sous les yeux ébahis de son passager humain. Après avoir fait 2 fois le tour de la Terre, le vaisseau retourne au sommet du mont Nikoro. Yoshihiro descend, les extraterrestres repartent, et l'homme s'effondre à terre, épuisé par les événements. Ce sont ses 2 amis qui, inquiets de ne pas le voir revenir, finissent par aller à sa rencontre. Lorsqu'ils le retrouvent étalé sur le sol, il le ramène chez lui afin qu'il puisse récupérer au chaud dans son lit. Il faut plusieurs jours au fermier pour récupérer de son petit voyage dans l'espace. Mais ce qu'il constate, une fois qu'il arrive de nouveau à réfléchir correctement, c'est que quelque chose s'est transformé en lui. C'est comme si son cerveau s'était agrandi. Il se sent plus ancré dans la réalité, plus conscient de ce qui l'entoure et plus puissant. Et de temps en temps, des voix résonnent dans sa tête, entretenant une communication avec lui, comme si un lien psychique très fort s'était créé avec les visiteurs venus d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'il se concentre, il s'aperçoit qu'il est désormais capable de tordre des petites cuillères et autres objets en métal léger, simplement par le pouvoir de sa pensée. Mais à part ce petit détail,
la vie reprend son cours. Et le 13 avril 1974, les extraterrestres se rendent de nouveau chez Yoshihiro pour l'inviter à prendre part à un dernier voyage. Là encore, le fermier monte à bord de leur vaisseau sans hésiter, conscient désormais qu'ils ne lui feront aucun mal et qu'il vit quelque chose d'extraordinaire. Il sait qu'il est dorénavant un membre extrêmement privilégié de l'espèce humaine. Il ne ressent plus aucune appréhension, seulement de l'émerveillement. Et cette fois, le voyage dure plus longtemps et l'emmène plus loin encore que la Lune. Par la fenêtre, l'homme reconnaît la teinte rouge de la planète Mars et passe si près de l'immense Jupiter qu'il peut en voir la surface. Lorsque l'engin arrive à proximité de Saturne, il dévie légèrement vers Titan, le plus gros satellite naturel de cette planète. Et à la grande surprise de notre jeune voyageur, le vaisseau va s'y poser. L'un des extraterrestres sort alors du vaisseau, va ramasser un caillou à la surface de Titan, puis remonte à bord et offre sa trouvaille à Yoshihiro en guise de souvenir de cette incroyable aventure. La soucoupe volante repart alors et l'homme est ramené chez lui. Après avoir fait ses adieux à ses nouveaux amis, il se rend en ville pour aller déposer son souvenir à l'université la plus proche pour permettre aux scientifiques qui y travaillent d'authentifier son petit souvenir. Mais à la surprise du pauvre homme, les résultats du labo sont sans appel. Il s'agit simplement d'un morceau de stalactite semblable à celle qui se trouve dans les grottes de la région. À ce stade de notre histoire, les petites péripéties de Yoshihiro ont fait parler la population locale, mais également la presse. Et à la lumière de ces résultats, tout le monde se met d'accord pour dire que toute l'histoire n'était qu'un vulgaire canular. Yoshihiro est moqué et raillé, et personne n'accepte de croire qu'il dit la vérité. Mais l'homme persiste. Non seulement il dit la vérité, mais les extraterrestres continuent à lui parler régulièrement. Quant à ses pouvoirs, ils évoluent avec le temps. En plus de sa télékinésie, il est désormais capable de se téléporter à des centaines de kilomètres de chez lui et d'empêcher des catastrophes naturelles sur le point de ravager des villes entières. En plus de ça, il affirme qu'il a accès à 3 vaisseaux dont il peut disposer librement pour aller se promener dans l'espace, qu'il garde derrière les montagnes. Ils lui servent aussi à sauver le monde, notamment quand il doit arrêter des éruptions volcaniques. Yoshihiro raconte par exemple qu'il en a utilisé un pour voyager au centre de la Terre afin de stopper la montée de magma menaçant de jaillir et de se répandre sur les environs. Mais où se trouve M. Fujiwara aujourd'hui ? Eh bien, si on en croit les rumeurs, il semblerait qu'il soit monté à bord d'un de ses vaisseaux en 1995 et qu'il ait définitivement quitté la Terre pour aller rejoindre ses nouveaux potes, loin de notre belle planète. Depuis, plus personne n'a jamais entendu parler de lui, et il n'a pas été revu ni dans sa ferme, ni dans les montagnes. Peut-être qu'il est encore là-haut, dans le ciel, à veiller sur nous. Peut-être même qu'il revient parfois pour empêcher un tremblement de terre ou un tsunami de ravager toute vie sur Terre. Peut-être qu'il a simplement pris sa retraite et qu'il joue à la belote sur la planète XV7 678 avec ses potes à tentacules. Moi, la vraie question que je me pose, c'est qu'est-il advenu de son chien ? Parce que bon, la bête a fait son job lors de la première visite des aliens, mais après ça, on n'en a plus entendu parler. Et si son maître a arrêté de s'occuper de lui pour aller se promener dans l'espace, moi ça me pose un souci éthique, voyez-vous ? Parce qu'après tout, s'ils ont de la place pour un fermier, il devait bien y avoir de quoi faire monter le chien dans ce vaisseau aussi, non ? Ou alors peut-être qu'il y avait une deuxième soucoupe volante avec les animaux de compagnie des extraterrestres et qu'ils sont venus chercher le chien pour qu'il puisse lui aussi vivre sa propre aventure et raconter ça à ses potes chiens qui l'ont évidemment pas cru et que du coup il a dit « Bah vous savez quoi ? Je me casse !» Et que depuis il vit dans l'espace avec ses potes chiens extraterrestres parce qu'évidemment ils ont la technologie pour le faire vivre plus longtemps et je vais m'arrêter là parce que je vais me faire pleurer toute seule si je continue. Donc ce soir, avant de vous coucher, regardez le ciel et faites coucou au chien du fermier, qui vous regarde peut-être de là où il est. Feu de camp est un podcast d'Énergie Création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.